Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez déjà, l'Assemblée nationale a renouvelé hier sa confiance au gouvernement de Brigitte Raffini. Elle a approuvé par un vote à une large majorité le programme de développement économique et social PDS 2013-2015 soumis à son appréciation à travers une motion de confiance. Moussa Mani, bonsoir. Quelle lecture faut-il faire de ce vote et quelles sont ses implications politiques? Bonsoir Jalil, bonsoir à tous. Disons-le tout simplement, le peuple nigérien, à travers sa représentation nationale, a donné à la face du monde par ce vote deux enseignements, deux leçons manifestes. Celle de sa maturité politique et celle de la vivacité de sa démocratie. À travers l'exercice pratique d'un concept constitutionnel qui nous était absolument nouveau, la motion de confiance. L'exercice, vous l'avez tous suivi, s'est déroulé dans le respect de toutes ces valeurs normatives et réglementaires. Et au final, un solde qu'on peut qualifier sans l'ombre d'une exagération de vote massif, propre, sans tâche. 70 voix pour, 43 contre. Il est sans ambiguïté, avec son zéro d'abstention. Ce sont des chiffres, c'est vrai, mais ils sont éloquents. Ils parlent d'eux-mêmes. Depuis les soubresauts qui ont secoué certaines formations politiques, depuis la création d'un nouveau pôle d'opposants, d'aucuns ont cru en la possibilité d'un basculement de la majorité parlementaire qui mettrait ainsi le régime en cohabitation. Eh bien, que nenni. Parce que plus de 61% du Parlement a renouvelé sa confiance au gouvernement de Brigitte Raffini. 61%, c'est au-delà de la majorité arithmétique de 58 députés que comptait la mouvance pour la renaissance du Niger. Ce qui veut dire, en clair, qu'ils sont nombreux, les députés de l'opposition qui soutiennent les actions de ce gouvernement d'union nationale, tout simplement mis en place par le président de la République. Il faut s'en réjouir et il est désormais clair que nos élus nationaux ne sont plus des caisses d'enregistrement. Ils savent distinguer le vrai du faux. Ils savent, pour nous répéter, faire la part des choses. Tout est désormais clair aujourd'hui. Ce vote, accueilli avec soulagement, certes, compte tenu de son enjeu, mais sans triomphalisme béat, implique bien évidemment d'autres conséquences sur le plan national. Exit à jamais, nous l'espérons, ces doutes et ces confusions, entretenus souvent à dessein, sur la pertinence de l'action gouvernementale, sur le poids des autorités de la 7e République, sur la crédibilité de ces institutions et leur stabilité. Le clair-obscur, né de ces doutes, fait aujourd'hui place nette à la clarté sublime des choses pour assurer aux autorités en place les meilleures conditions d'une gouvernance qui gagne et un avenir promoteur pour le peuple nigérien en termes de devenir économique et social rayonnant. Le président de la République tient, en tout cas depuis hier soir, entre ses mains les cartes du challenge qu'il nourrit et qu'il a engagé pour la renaissance de notre pays. Il a audacieusement engagé la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Il a obtenu haut la main et avec brio la confiance renouvelée de l'auguste institution. Il a son gouvernement d'union nationale reflété par ailleurs hier par le vote des députés nationaux. Il a le PDS qui a été sanctionné il y a un an, jour pour jour, par un financement massif par nos partenaires au développement. La première année de sa mise en œuvre, vous l'avez entendu hier, annonce de grands espoirs et de résultats tangibles. Du reste, le vote tout au moins des parlementaires hier, loin d'être un vote d'indiscipline, doit être tout simplement compris comme la traduction d'une adhésion libre et consciente à un programme qui a été savamment élaboré et mis en œuvre. Gouvernement d'union nationale, PDS, confiance renouvelée au Parlement. 3 cartes maîtresses, 3 as, comme on les appelle sous d'autres cieux. Il ne reste plus qu'à chercher à compléter le carré d'as qui a pour nom, celui-là, la réussite. Elle est, au bout de l'effort, dit-on, avec pour fondement et pour socle
la détermination, la foi, la persévérance et le don de soi. Tout absolument nous y invite aujourd'hui et demain, plus qu'hier, pour la grandeur de notre pays et le bonheur de notre peuple. Que se taisent donc les querelles politiciennes, que soient enterrées nos ambitions personnelles et égoïstes pour que prévalent les seuls intérêts supérieurs de la nation. Merci Moussa. Et pour revenir sur ce qui s'est passé hier, avant le vote, le Premier ministre Brigitte Raffini a devant l'Assemblée nationale, d'entrée de jeu, donné une explication claire et détaillée du PDS, le programme de développement économique et social, programme à s'étalant sur une période de 3 ans et qui a été élaboré selon une démarche participative. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le 16 juin 2011, vous avez massivement accordé au gouvernement la confiance de votre institution pour la mise en œuvre de la déclaration de politique générale. Me voici à nouveau devant vous ce jour 9 novembre 2013, cette fois-ci pour engager la responsabilité de mon gouvernement sur son programme dont le plan de développement économique et social PDS 2012-2015 constitue le socle. L'exercice auquel nous nous livrons ce jour est conforme aux articles 107 et 108 de notre loi fondamentale et 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il témoigne une fois de plus de la vitalité de notre démocratie. Il témoigne également des progrès importants que notre pays a réalisés dans la mise en place d'institutions fortes et crédibles, conformément au programme de Renaissance pour lequel le peuple nigérien a accordé sa confiance à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le programme de Renaissance, il convient de le rappeler, est articulé autour de 8 axes majeurs qui sont les suivants. Premièrement, bâtir les institutions démocratiques fortes, crédibles et durables. Deuxièmement, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. Quatrièmement, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cinquièmement, assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux. Sixièmement, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité, les chemins de fer, etc. Septièmement, améliorer significativement les indicateurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. Huitièmement, enfin, créer des emplois au profit des jeunes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en cet instant solennel, l'attention de tous les Nigériens est tournée vers les représentants que vous êtes. En effet, devant l'ampleur des enjeux multiformes, les Nigériens attendent de nos institutions de s'atteler résolument à la recherche de solutions aux défis de sécurité et de développement auxquels ils font face quotidiennement. Au regard de ces défis, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a décidé, le 13 août dernier, de former un gouvernement d'union nationale afin de mobiliser les énergies et conjuguer les efforts autour des réponses aux préoccupations essentielles du peuple nigérien, un peuple qui a tant souffert de l'instabilité politique et institutionnelle. Ce gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, après le renouvellement de la confiance du président de la République à mon endroit, est composé de femmes et d'hommes de grande qualité,
regroupe différentes sensibilités de notre nation, riche de sa diversité politique et culturelle. Je voudrais, du haut de cette tribune, réitérer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes sentiments de profonde et sincère reconnaissance pour cette marque d'estime et de confiance. Le programme qui sera mis en œuvre par le gouvernement a pour but de mettre fin à cette rupture démocratique récurrente qui a mis le Niger en retard pendant ces 2 dernières décennies. À ce propos, son Excellence le Président de la République disait du 53e anniversaire de l'indépendance du Niger, je cite, « Dans notre pays, à aucun moment, la succession des dirigeants ne s'est faite de manière pacifique, ou tout le moins de manière personnelle, y compris depuis l'avènement il y a 23 ans du multipartisme. Cette instabilité politique est source de remise en cause permanente et de perpétuel recommencement. Elle a en outre lourdement handicapé le succès des actions de développement qui ont été initiées dans notre pays par les gouvernements successifs durant ces 53 années passées. » Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en ce jour où mon gouvernement engage solennellement sa responsabilité devant vous en vue de la mise en œuvre d'un programme axé sur les services aux citoyens, je m'adresse donc à la représentation nationale pour qu'ensemble, nous donnions encore l'espoir au peuple nigérien. Oui, je veux bien parler d'espoir, car il s'agit de l'espoir que la sécurité des personnes et des biens sera consolidée et assurée de manière durable. L'espoir que nous mettrons durablement fin au cycle récurrent des crises alimentaires. L'espoir qu'une classe moyenne pourra émerger enfin au Niger. L'espoir que nos fils et nos filles iront à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans pour acquérir des connaissances et des compétences. L'espoir que de nombreux emplois seront créés afin de résorber le chômage, notamment des jeunes. L'espoir que les mères ne mourront plus en donnant la vie. Que l'équité et l'égalité des citoyens devant les services publics seront garantis et l'état de droit sera consolidé. L'espoir que les infrastructures de transport, de communication et d'énergie seront à la portée des Nigériens des villes comme des campagnes. L'espoir que les entreprises pourront se développer dans un environnement transparent et propice. L'espoir enfin qu'un logement décent sera à la portée d'un nombre plus élevé de citoyens des villes comme des campagnes. Notre ambition est donc de bâtir ensemble le Niger de demain et de nous inscrire une fois pour toutes en mettant en place des mécanismes institutionnels qui transcendent les cycles politiques, particulièrement pour des questions relatives à la gouvernance. Peu après, et pour en savoir davantage sur le PDS qui a déjà connu un début d'exécution, les honorables députés ont posé plusieurs questions dont je vous propose de suivre quelques-unes. Je voudrais tout d'abord remercier le Premier ministre pour ses intentions très honoreuses et j'allais dire bien choisies et généreuses. Je pense que du point de vue de la théorie, le PDS se soutient très bien. Mais en réalité, ce qui est recherché à travers ce plan d'action, c'est en particulier la mise en œuvre. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, Monsieur le Président, nous remarquons de façon éclatante qu'il y a un certain nombre de secteurs qui continuent à souffrir encore non seulement de la sous-budgétisation, mais aussi le plan dont il est question ne prend pas suffisamment en charge. Je voudrais parler par exemple de l'éducation. Il nous a été cité un certain nombre de classes, 3000 classes, on a parlé de 6000 classes de 2011 à aujourd'hui.
En 2013, tout ce que je sais, au 30 septembre 2013, le gouvernement a réalisé 568 classes réceptionnées, construites et réceptionnées et non équipées. Donc, quelque part, les chiffres ne sont pas réels. Il est bon, Monsieur le Premier ministre, qu'on tienne compte de la réalité du terrain et que des chiffres de ce genre ne soient pas encore fournis à l'Assemblée nationale. Ensuite, du point de vue de la santé, il est très bien indiqué à travers le plan qu'il y a un certain nombre d'axes et d'activités, d'actions à faire. Malheureusement, à ce jour, l'hôpital national de Niamey, je prends juste un exemple, manque de centrales d'oxygène. Par exemple, alors qu'on continue à nous dire que depuis l'indépendance jusqu'en 2010, j'allais dire en février 2010 où le coup d'État est intervenu, personne n'a fait comme la 7e République en sautant le régime de Salou. Cumuler tout ça, dans les faits, ce n'est pas tout à fait fondé. Monsieur le Président, je voudrais parler de la population de façon générale. Le Président de la République, lors de la visite de Ban Ki-moon, lui-même a dit que ce problème le préoccupe beaucoup et le tient à cœur. Nous avons remarqué dans l'allocation budgétaire que ce département ministériel n'a bénéficié que de 1,77%. Donc, il n'y a que des intentions. Et ces intentions-là, c'est la concrétisation de ces intentions que nous voulons. Si ces intentions se concrétisaient, c'est tous les Nigériens qui vont en bénéficier. Donc, babu wani hasada a cikin wannan abun da ake yi. In kai kyau a ce kai kyau. In rawanka bai yi kyau ba za mu ce wallahi wannan abun da kai bai da kyau baka gaya mana gaskiya ba. Ensuite, Monsieur le Président, je voudrais parler du pétrole. Il nous a été annoncé et je voudrais solennellement que le Premier ministre nous dise formellement, à travers ce prêt à contracter de 2 milliards, qu'est-ce qu'il en est exactement? Si cela s'avérait vrai, les populations concernées devraient réclamer leurs 15% dès au prêt, si ça devrait se faire payer par la production pétrolière. Et je pense que le président actuel de l'Assemblée nationale ne va pas me contredire, ce faisant. Ensuite, le Premier ministre a parlé des rêves de réalité. C'est vrai, nous en sommes d'accord, mais faut-il encore que le fonds pour les générations futures prévu par la Constitution soit une réalité. Donc je pense que le tout n'est pas de venir et de dire voilà ce que nous comptons faire, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 ans-là. Je voudrais terminer par ce que le Premier ministre lui-même a dit, je vois que tu regardes ta montre, il n'est pas l'heure. Tous les fils du royaume, ça c'est Guézo. Mais je souhaiterais dire que la balkanisation des partis ne permet pas d'atteindre cet objectif-là. Si le gouvernement doit continuer et persister dans son attitude et son objectif à balkaniser les partis, alors c'est l'unité politique qui va en pâtir et voir l'unité nationale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais joindre ma voix avec les autres collègues qui m'ont précédé pour féliciter le Président de la République et son Premier ministre pour cette initiative quand même inédite et qui, je l'espère, inaugurera une nouvelle tradition dans les rapports entre l'exécutif et le législatif. C'est éminemment courageux et je pense qu'il faut le noter. Monsieur le Premier ministre, on vous a suivi tout à l'heure, vous avez fait un exposé très brillant, mais cet exposé m'a permis de dégager un certain nombre de questions que je m'en vais très rapidement, vu le temps, vous poser. D'abord, quel est le montant global mobilisé pour la première année de ce programme? Et quels sont les secteurs sociaux, les secteurs concernés par les investissements du PDS? 2. Quels sont les apports des mines et du pétrole dans le cadre du financement du PDS? Et quels sont les pourcentages en termes de pourcentage réel? Et dans la foulée, quelles sont les perspectives qui s'offrent
à nous pour la commercialisation de notre pétrole pour les années à venir. Mais également, Monsieur le Premier ministre, je profite de l'occasion pour vous demander très humblement de nous éclairer la représentation nationale par rapport à cette controverse du prêt Exim Bank de Chine. 3. La sécurité alimentaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous savez que beaucoup d'espoirs étaient placés sur la campagne agricole 2013, mais malheureusement, ces espoirs sont déçus parce qu'il persiste encore des poches où il va falloir prendre des mesures urgentes. Et je pense que le gouvernement a fait des efforts, il continue à fournir des efforts, mais je pense que le mieux serait de prendre encore d'autres initiatives pour parer au plus pressé, parce que les campagnes nigériennes sont en train de se vider et je pense qu'il faut arrêter cela. Par rapport à la sécurité, Monsieur le Premier ministre, je félicite le gouvernement et le président de la République. Vous avez fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire au vu de la nouvelle stratégie intégrée au niveau du Sahel. Et je profite en ce moment pour vraiment féliciter notre pays parce que, avec l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies et toute la délégation qui l'accompagne, on sent que de plus en plus notre voix est audible au plan international et nous sommes de concert. Monsieur le Président, je voulais demander au Premier ministre très rapidement, vous le temps imparti, dans le cadre de la consolidation de la justice. Vous savez que c'est un pilier essentiel pour la concrétisation et l'édification d'une démocratie viable. Et à voir ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a des insuffisances, Monsieur le Premier ministre. Reconnaissons ces insuffisances et corrigeons-les, le plus tôt serait le mieux. Par rapport à la gouvernance locale, Monsieur le Premier ministre, on constate à l'épreuve de fait que malheureusement nos communes ne fonctionnent plus. Le transfert de compétences est devenu un problème réel. Et de plus en plus, on constate qu'on a augmenté le nombre de voleurs. Excusez-moi l'expression. Au lieu qu'il y ait 1 ou 2 voleurs, pratiquement, je sais qu'il y a des hommes qui font leur travail, qui sont très vertueux. Mais pour la plupart de nos communes, après 4 ans, 5 ans, 6 ans de fonctionnement, vous avez des communes rurales, communes urbaines qui n'ont même pas une pelle, même pas une brouette ou une classe construite. Ça ne fait pas honneur à notre démocratie et ça risque de créer, si nous prenons garde, la désaffection par rapport à la chose de la gouvernance locale. Remédions à cela, organisons les transferts de compétences, formons les compétences à la tête de ces communes parce que c'est un problème réel et il y va de l'intérêt de notre démocratie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma première question c'est concernant la bonne gouvernance. Effectivement, nous avons mis en place toutes les institutions, mais malheureusement nous constatons qu'au niveau des moyens de fonctionnement, celles-ci manquent de moyens de fonctionnement et qu'au cours de chaque loi rectificative, ce sont ces mêmes institutions de souveraineté qui manquent de moyens auxquels on enlève les moyens pour donner à d'autres institutions. Ma question, c'est de demander à son Excellence le Premier ministre quand est-ce qu'on va arrêter cette érosion pour permettre à ces institutions d'être fonctionnelles. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le programme 3N, les uns et les autres en ont parlé, mais si on observe au niveau de l'agriculture, à l'heure actuelle, le constat qu'on a fait, c'est qu'on a mis à la disposition des producteurs à peu près 6 kilos d'engrais par hectare, alors que la moyenne demandée est de 100 kilos par hectare. Le barrage de Kandaji qui va nous permettre d'aménager plus de 10 000 hectares est au point mort. Concernant l'élevage, l'abattoir est placé au calendrier grec. La recherche zootechnique, on n'en parle pas, ainsi que l'alimentation des animaux. La campagne 2013, Monsieur le Premier ministre, vous savez ce qu'elle risque de nous donner. Malgré certaines instructions qui ont été données aux services agricoles compétents pour qu'ils puissent minimiser les conséquences. Nous pensons que nous risquons d'enregistrer plus de 300 000 tonnes de déficit. Ce sont nos estimations d'après nos calculs. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Quelles sont les dispositions que le gouvernement compte prendre pour pouvoir remédier à cette situation? Concernant la décentralisation, on parle de transfert de compétences. Nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur à son temps, il nous en a parlé. Même Monsieur le Premier ministre, nous voulons à ce que ce transfert de compétences soit une réalité. La santé et l'éducation, les camarades en ont parlé. J'aimerais simplement dire au niveau de la santé, les 2 hôpitaux de référence de Lamordé et de Niamey manquent de scanners. Celui de Lamordé, c'est la carte mémoire qu'il n'y a pas. Et un certain nombre
de matériel manque. Concernant la santé pour tous, Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup d'argent que l'État doit aux formations sanitaires de l'intérieur. Où est-ce que nous en sommes avec le remboursement de ces prêts? Monsieur le Premier ministre, concernant le document que vous avez présenté, le programme, je parle sous le contrôle des experts en matière de planification. Un programme doit déterminer dans le temps et dans l'espace quelles sont les actions qu'il faudrait mener et quel est leur montant. Or, ici, on a droit à de la littérature avec 3 chiffres, les taux de croissance que vous avez annoncés, les 20, les 7% et les 7,5%. J'aimerais savoir, avec ce programme, il doit avoir un plan d'action qui va déterminer quand est-ce qu'il faut mener ces actions, qui doit les mener, comment on doit les mener, et ainsi de suite. Ces différents éléments-là nous manquent. Comment nous pouvons apprécier un tel document? Pour nous, ce programme n'est ni plus ni moins qu'une seconde déclaration de politique générale qui est soumise à notre appréciation. Merci, Monsieur le Président. Heureusement que le Premier ministre n'est pas venu pour défendre un bilan, il est là pour présenter un programme pour le bien-être des populations du Niger. Heureusement encore que le PNDS a 37 députés et non un seul député dans la salle. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir engagé la responsabilité de votre gouvernement, de notre gouvernement d'union nationale, devant la représentation du peuple sur la question relative au PDS. Même si c'est la Constitution qui vous autorise cet exercice, il est indéniable que c'est une preuve tangible de courage et de bravoure, à commencer par le haut niveau, le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou. Monsieur le Premier ministre, ce PDS, qui est un programme adopté par le gouvernement, soutenu par les partenaires techniques et financiers, vise à promouvoir le bien-être des populations du Niger. Nous vous déclarons sans embâche que nous y adhérons. Monsieur le Premier ministre, en 2 ans et demi d'exercice au pouvoir, vous avez su, avec le président de la République à la tête, gérer le pays, le Niger, avec honneur et dignité, n'en déplaise aux détracteurs et aux envieux. Chaque matin, chaque soir, nous récitons contre ces gens. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Autrement dit, oh Allah, dans leur gorge nous te plaçons et contre leur mal, nous nous réfugions auprès de toi. Monsieur le Premier ministre, nous vous chargeons de dire tout respectueusement et très respectueusement au président de la République que nous vous donnons notre confiance et notre soutien. Nous sommes conscients de ce qu'il est en train de faire pour faire du Niger un pays de bonheur. Nous sommes au courant du combat qu'il mène pour faire du Niger un pays émergent. Et vous et lui, vous voulez du bien pour le Niger. Vous aurez du bien, vous ferez du bien, vous finirez bien. Mais certains ne veulent que du mal. Ils auront du mal, ils feront du mal, ils finiront mal. Dans Surat Al-Zalzala, Allah a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra aussi. Telle est la règle divine, et sur la terre et à l'au-delà. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement aujourd'hui incarne la sagesse, le progrès et l'unité nationale. N'en déplaise aux envieux. Oui, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, le Niger a avancé et il avancera. Avec la 7e République, la crédibilité du Niger est restaurée aujourd'hui sur la scène internationale. Rien qu'avant-hier, le premier administrateur du monde et les autres ont fait référence à l'initiative 3e. Une initiative jamais égalée sur la terre. C'était une fierté, même pas pour le président de la République, mais pour l'ensemble des Nigériens que nous sommes. Nous sommes fiers de vous.
Il faut dire au président que nous sommes fiers de lui. Nous l'encourageons à continuer ses actions de développement avec à ses côtés son gouvernement, en tête le Premier ministre Brigitte Raffini. Monsieur le Premier ministre, je vais conclure en vous remerciant. En vous remerciant, et vous et votre gouvernement. C'est vrai, on fait de la politique. On n'est pas venu faire du blabla. On fait de la politique, nous sommes des politiciens, nous ferons de la politique. Même si c'est un exercice, il est utile, il est valable. Et je suis d'accord, c'est de la politique. Il faut aussi juger sa force pour mettre fin aux situations négatives et au ragot sans fondement de tout genre, malheureusement. C'est de la politique que nous faisons. Oui, je ne réponds pas à quelqu'un, mais c'est la vérité aussi, c'est de la politique que nous faisons. Et nous sommes vraiment d'accord avec vous. Votre projet de développement, il est indéniable que c'est un projet vraiment qui répond aux aspirations du peuple et qui prend en compte tous les volets, la démocratie, l'état de droit, la culture de la paix, tout, sans exception. Monsieur le Premier ministre, prenez en compte tout ce que nous allons vous soumettre comme préoccupation. Merci, Monsieur le Président. Les honorables députés et au-delà, l'ensemble des citoyens nigériens seront par la suite suffisamment informés sur le PDS à travers les réponses apportées par le Premier ministre Brigitte Raffini. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais, avant de commencer, à donner quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées, féliciter et remercier le Président de l'Assemblée nationale pour la sérénité avec laquelle il conduit les débats dans cette grande maison, qui a toutes ces qualités que nous lui reconnaissons. Et je voudrais donc féliciter le Président et l'ensemble des députés pour leur comportement exemplaire. Merci. Merci. Au nom de tous les députés, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc là, il y a eu beaucoup de questions, une quarantaine. Il y a peut-être quelques clarifications à apporter. Alors, il y a des questions qui tournent autour de, je ne vais pas parler de recevabilité puisque l'Assemblée a tranché déjà cette question, mais il y a eu des questions autour du programme qui a été soumis pour approbation de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il? Je pense que là, s'agissant du programme, vraiment de notre démarche, nous l'avons rappelé dans la lettre, la correspondance. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Nous avons certes le programme de renaissance, une DPG qui a été adoptée ici même en 2011. Et là, nous sommes à mi-parcours du mandat du président de la République. Nous avons une nouvelle équipe gouvernementale, je le précise, qui n'est pas liée par les résultats du premier bilan, du bilan de l'action des 2 années et demie. Il faut bien le souligner. Alors, c'est pourquoi nous avons jugé utile de concentrer nos efforts désormais, à partir de cet instant, si nous y sommes autorisés, de concentrer donc nos efforts sur la réalisation du PDS dans sa tranche 2013-2015, puisque lui, le PDS, s'étale sur une période de 2012-2015. Programme, plan, tout ce débat, je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'attarder là-dessus. Moi, je dis mon programme, c'est ce plan. C'est très simple. Mon programme, c'est le plan du PDS, programme du gouvernement. Donc, la littérature, je crois qu'on peut la développer, on peut la tirer comme on veut.
les définitions, plans, programmes, je pense que ça ne nous apportera pas, ça ne nous avancera pas à quelque chose d'important. Le plus important, c'est ce programme que nous nous donnons pour le temps qui reste à courir pour le mandat du président de la République, qui nous a chargé donc de conduire l'action gouvernementale. Donc il y a un certain nombre de questions d'ordre général qui ont été posées, j'essaie de les regrouper. Il y a d'autres questions qui relèvent, je crois que c'est la plupart des questions, qui relèvent de la gestion ou de la conduite de l'action gouvernementale jusqu'ici. Alors, il faut bien qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas venu ici pour le bilan. Je crois que beaucoup l'ont dit. Je suis venu pour l'avenir. Donc, on peut bien peut-être échanger un tout petit peu sur certaines questions très importantes, très sensibles. On peut répondre, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu par contre une ou deux questions sur le programme que nous avons soumis. Et celui-là, lorsque nous l'avons transmis, nous avons transmis un certain nombre de documents. C'est vrai que tout ce qui se plaigne du manque de chiffres dans ma présentation devait être satisfait en matière de chiffres, puisque et dans le plan lui-même, et dans sa synthèse, et dans le plan d'action prioritaire, et dans le rapport d'exécution de la première année, ils y trouvent leur compte. Il y a tous les chiffres. Par contre, moi, j'ai fait une présentation résumée, une description, j'allais dire, de ce plan. C'est ça mon rôle ici devant vous. Ce n'est pas de vous redire ce que vous avez déjà entre les mains. Donc, je pense qu'il ne doit pas y avoir de malentendu à ce niveau. Tout est prioritaire. Ce qui fait que parfois on a tendance effectivement à sacrifier le fonctionnement de certaines institutions au profit des services sociaux, au profit de la sécurité, parce qu'on estime que dans ce cadre, il y a des efforts nécessairement importants à faire. Mais peut-être qu'en relisant, en réexaminant la question, on peut faire des améliorations encore au niveau du budget. Et ça, je compte sur les députés pour qu'en relation avec le ministère des Finances, on puisse apporter les améliorations nécessaires. Parce que nous l'avons effectivement constaté nous-mêmes. Alors, il y a une question un peu que je n'ai pas bien comprise quand on parle de 98 milliards pour la présidence seule et 20 milliards pour les autres institutions. La présidence, peut-être qu'on a mis tout dans le sac présidence. Vous savez qu'il y a des services rattachés à la présidence qui sont des grands programmes. Si je prends le cas du Kandaji, il est rattaché à la présidence. Si je prends les 3N, si je prends le Niamey-Niala, toutes ces institutions sont rattachées à la présidence. Et je pense que c'est cette analyse qu'il faut faire avant de conclure sur le fait qu'il y a une institution qui a été privilégiée par rapport aux autres. Une autre question concerne la sécurité. Et c'est à cette occasion, je crois qu'il a été souligné que la sécurité ne représente que 6% au niveau du programme d'action prioritaire qui a été adopté. Ça tourne autour effectivement de cela si on ne prend en compte que les investissements. Mais la sécurité, elle a toutes les dimensions que vous imaginez. Donc je pense que ce chiffre ne traduit pas, il est loin de traduire la réalité des efforts sécuritaires. En même temps, vous avez demandé où en est-on de l'exécution de la stratégie SDS, stratégie développement sécurité Sahel. Oui, il s'agit d'un programme estimé à 1266 milliards qui est en train de se mettre en place
son programme d'action a été adopté. Un certain nombre de projets ont été élaborés et il y a même un début de financement qui est acquis. Mais nous pensons qu'avec, nous avons de belles perspectives avec cette stratégie intégrée du Sahel, où nous avons déjà commencé, suite à la visite de nos grands hôtes mondiaux, nous avons déjà commencé à réfléchir sur ce qui pourrait être nos requêtes dans ce domaine et nous avons un bel espoir que nous aurons une part importante des financements annoncés, à savoir 8 milliards de dollars qui ont été annoncés pour toute la région du Sahel, pour les 5 pays. Alors nous sommes déjà en train d'élaborer les requêtes dans ce sens. En même temps, toujours dans le cadre de la SDS, vous avez demandé, quelqu'un a demandé quelles seraient les communes qui sont concernées. Dans un premier temps, donc, je crois qu'il y a 70 communes qui ont été identifiées dans les régions de Tillabéri, de Tawa et d'Agadez. Je crois qu'il est loisible à nos services de vous donner le détail de ces communes et les actions qui sont programmées dans ces communes. Toujours dans les questions d'ordre général et de gouvernance, il a été posé la question de la décentralisation et notamment du transfert de compétences. Je pense que la décentralisation est plus que jamais une priorité du gouvernement, puisque vous l'avez compris, cela se justifie par la création d'un ministère délégué à la décentralisation pour envisager véritablement la question de la décentralisation et faire les progrès nécessaires à ce sujet. Pour le transfert de compétences qui est bien attendu, nous y attelons. Le ministère concerné a déjà préparé le texte, car c'est plusieurs textes qu'il faudra, mais nous disons qu'il faut parallèlement préparer les communes à recevoir ces compétences et ces ressources. Quelqu'un a utilisé un terme assez fort pour qualifier la gestion actuelle des maires, et donc raison de plus, à mon avis, pour bien préparer ce transfert, pour ne pas transférer tout de suite des ressources à des structures qui ne sont pas préparées à les gérer correctement. Donc c'est pourquoi il y a une certaine prudence qui est observée, mais nous allons le faire progressivement. Et les secteurs qui vont être transférés, les premiers ont été identifiés déjà, il y a une douzaine de secteurs, notamment l'éducation, la santé, et les volets à transférer également ont été l'objet d'un séminaire, d'un atelier qui a été dont les travaux ont été validés. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé du CNDP. Je pense que c'est injuste de dire que le CNDP est en panne et qu'il s'est désintégré. Je ne crois pas du tout. Je sais que l'ensemble des partis politiques croient au CNDP et ils y tiennent. Pour preuve, j'ai reçu tout récemment une lettre de certains partis politiques, notamment membres de la RDR, pour effectivement convoquer la réunion du CNDP. Et ça sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Une question a été soulevée également sur le prêt Exim Bank. Je crois qu'il faut... moi, je recommande vraiment à notre endroit, à tous, d'abandonner cette polémique. Les prêts avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars. Sur 25 ans, dont 8 ans de différé. Mais
sachez qu'un pays comme le Niger, qui a toutes ses perspectives, qui a toutes ses potentialités, nous souhaitons même avoir 10 milliards de... Pas 2 milliards, mais pourquoi pas 10 milliards de dollars, si nous en avons la capacité. Ce n'est pas la honte, l'endettement lorsqu'on en a les capacités, mais c'est une pratique tout à fait normale, surtout des États modernes. C'est quand on a une gestion, j'allais dire, pas archaïque, mais enfin en tout cas une gestion trop axée sur le passé, qu'on s'agrippe, qu'on n'est pas enclin à utiliser les opportunités d'endettement. C'est une ressource tout à fait normale des États modernes. Et cela se fait sur les ressources, sur la base des ressources du pays. Donc les ressources du pays sont destinées à être mises en exploitation et mises sur le marché. Donc il est tout à fait naturel, à mon avis, soyons-en vraiment définitivement d'accord, il est tout à fait normal qu'on s'endette sur la base de nos capacités, de nos potentialités économiques. Et bon, il y a eu également un malentendu sur la question de garantie. La garantie n'est pas sur la production du pétrole brut, vraiment c'est sur certains revenus du pétrole. C'est différent, il y a des nuances. Et les garanties, c'est la chose la plus halal. Donc c'est tout à fait ordinaire. Je pense qu'il faudrait qu'on abandonne cette polémique, elle est absolument inutile. Toujours dans la gouvernance économique, on a parlé de Kandaji qui est bloqué. Oui, nous reconnaissons qu'effectivement, le programme Kandaji, auquel nous tenons beaucoup, a connu un contretemps, pour les raisons que vous connaissez parfaitement. Parce que tout simplement, l'entreprise qui est chargée de l'exécuter, de le réaliser, n'a pas été capable d'honorer ses engagements et nous étions contraints. Contraints, j'allais dire vraiment, contraints parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, puisque de gros projets comme cela, pour que ça redémarre, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, nous étions obligés de rompre le contrat avec l'entreprise chargée de le réaliser et en concertation et en accord parfait avec les partenaires financiers avec lesquels nous finançons ce programme. Donc, les dispositions sont en train d'être prises pour que début 2014, notamment en février 2014, que les travaux puissent redémarrer sur les chapeaux de roue. Parce que là, nous pensons même que si nous avons la chance, cette fois-ci, de tomber sur un bon opérateur techniquement solide, il pourra même réaliser dans les délais initiaux ce programme. Mais nous devons être prudents. Ce qui est sûr, c'est que nous allons veiller à ce que, effectivement, en début 2014, nous puissions redémarrer les travaux du Kandaji. Je voudrais, après ces quelques éléments de réponse, interpeller je vais l'appeler mon grand frère. Je suis sûr qu'il est un peu plus âgé que moi, Max Amadou Jibo, qui a, comme je le connais bien, il a bien taquiné. Et pour finir, pour dire qu'il ne m'accorde pas la confiance. Je sais qu'il est en train de dire ce qu'il ne pense pas. Mais cette maison, cette grande maison de l'Assemblée nationale, qu'est l'Assemblée nationale, je la respecte beaucoup parce que je la connais, pour l'avoir servi en tant que secrétaire général dans les années 93 et comme vice-président du bureau en 2004 et suivant. Et je constate qu'elle est égale à elle-même. Elle a ses contours, mais elle reste une institution
capitale pour la démocratie nigérienne. Et je vous en félicite, honorables députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est toutes les questions pour lesquelles il m'a semblé devoir apporter les réponses, en insistant sur le fait que je suis venu avec un programme et je demande solennellement à l'ensemble des députés, de tous bords confondus, de voter la confiance pour ce programme qui est l'intérêt national, l'intérêt du Niger. Je vous remercie infiniment, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Après la série de questions-réponses et les consignes de vote, les parlementaires ont procédé au vote de la motion de confiance et les résultats recueillis sont favorables au programme du Premier ministre Brigitte Raffini. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Premier ministre, nous avons les résultats du vote. Pour 70 voix, nombre de voix contre 43, nombre de voix d'abstention 0. Le programme engageant la responsabilité du gouvernement ayant recueilli 70 voix et le programme est approuvé. Ce sont 10 voix pour, 43 contre et 0 abstention, résultat largement favorable au gouvernement qui a suscité la réaction du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini qui s'est dit satisfait. C'est la preuve par 9 de ce que la démocratie est en marche au Niger. Les libertés sont garanties, les jeux démocratiques sont réels, ils ont cours. Alors je pense qu'il n'y a pas de meilleure preuve. Il n'y a pas de meilleure démonstration que ce qui vient de se dérouler ici. Je me réjouis très profondément de cette marque de confiance que je viens de recevoir de la part de l'Assemblée nationale. Je mesure le poids de cette confiance et je dois l'avouer, je suis tenu à partir de cet instant de m'employer à tout faire pour mériter cette confiance. Mon gouvernement vient d'être donc plébiscité à travers son programme et nous allons nous atteler pour l'intérêt du Niger et des Nigériens à mettre en œuvre ce gouvernement et à atteindre tous les résultats espérés. Je dois remercier du fond du cœur tous les députés, en particulier ceux qui ont bravé le mandat impératif pour effectivement voter pour l'intérêt du Niger. Je pense que les Nigériens, à travers leurs représentants, sont également, nous devons considérer qu'ils adhèrent totalement à ce projet, à ce programme. Je sais par ailleurs que dans le monde rural, les gens n'attendent que la mise en œuvre de ce programme qui est salutaire pour le Niger, pour les Nigériens. Les résultats recueillis à l'issue de cet exercice qui témoignent une fois de plus la vitalité de notre démocratie ont suscité la réaction de quelques groupes parlementaires. Oui, je crois que c'est inédit. D'abord inédit parce que le Premier ministre vient lui-même s'auto-censurer pour dire que ce que je propose au peuple nigérien, ce n'est pas bien. Vous, en tant que représentant de ce peuple-là, vous devez m'en dessaisir. Et c'est aussi inédit parce que le vote s'est déroulé et nous avons eu plus que le nombre de députés dont nous disposons à la majorité. Autrement dit, je crois qu'on doit se dire que le Nigérien a évolué, que les programmes ont commencé à avoir un sens dans le régime démocratique et c'est à mettre à l'actif des autorités qui sont en train de démontrer qu'on doit dépasser la politique politicienne. L'interprétation que je fais de ce vote, c'est que manifestement, les groupes parlementaires n'ont pas régulièrement fonctionné. La majorité légale aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au regard de nos textes, elle est constituée de 58 députés et l'opposition de 55. Mais vous avez vu les scores que nous avons enregistrés. Il y a eu 70 députés qui ont voté en faveur de ce programme.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a eu des mouvements de députés dans un sens ou dans un autre. Cela veut dire probablement, au regard de l'actualité que nous suivons depuis bientôt quelques mois, qu'il y a des députés de l'opposition qui ont choisi aujourd'hui manifestement de soutenir le programme du gouvernement. Nous déplorons ça. Après une épreuve de ce genre, vraiment moi je pense que c'est une victoire pour la majorité. Ça fait un bon bout de temps, les gens racontent qu'il y a une nouvelle majorité qui se forme, mais les résultats d'aujourd'hui nous ont montré que le président Issoufou est entouré d'une forte majorité lui permettant vraiment de conduire les affaires de l'État. Le vote de confiance de l'Assemblée nationale au programme de développement économique et social a également suscité la réaction des citoyens de l'intérieur du pays. Suivons quelques-uns. En tant que citoyen de la population de Dosso, ce qui s'est passé hier nuit se résume en un seul mot. C'est que la démocratie au Niger est véritablement installée. On est dans un état de droit et cette démocratie est devenue une réalité. Voilà ce que moi je retiens. Et ça s'est passé dans la plus grande transparence. Vous savez, c'est un enjeu capital. Parce qu'un pays, pour se construire, il a besoin d'une stabilité. Bon, imaginons si c'est vraiment l'autre résultat, ça veut dire que ça va créer une instabilité au Niger. Auquel cas, beaucoup de projets vont être bloqués. Bon, dans ce cas de projet, nous, par exemple, les projets que nous connaissons, au niveau de notre région, et plus particulièrement au niveau de la ville de Dosso, nous avons le projet de Dosso-Niala, où le gouvernement s'est engagé à réaliser ce projet de Dosso-Niala. Bon, maintenant, on a besoin d'une stabilité. Et heureusement, hier, par la voie démocratique, cette instabilité est là. Et nous pensons que le gouvernement va tenir à ses promesses. Et d'ailleurs, un premier pas est franchi parce que nous venons de donner une première tranche de l'argent qui sera engagé dans le cadre de Dosso-Niala, notamment les 500 millions. Et que ce projet-là tient beaucoup. Donc nous, on se réjouit. On s'est dit que vraiment le gouvernement va continuer. Donc il y a une stabilité et le gouvernement va achever tous ces projets. Au-delà de ce projet de Dosso-Niala, il y a des grands projets également qui concernent toute la région de Dosso, notamment le projet du POSEC. Là encore, le gouvernement s'est engagé pour réaliser ce projet de POSEC qui est capital pour notre région. Bon, en cas d'instabilité, vous voyez ce que ça peut remettre en cause, tous ces programmes-là. Et au niveau du chemin de fer, ne serait-ce qu'avant-hier, le président de la République, il a été à Cotonou pour signer des conventions. Et ces conventions, c'est pour faire vraiment le chemin de fer de Parakou à Dosso. En gros, la population, en tout cas ce qui concerne la région de Dosso, particulièrement la ville de Dosso, la population se réjouit infiniment et se félicite même. Parce que nous croyons à ce gouvernement, nous pensons que tous les projets qui sont en cours vont être réalisés. En cas d'instabilité, c'est un point d'interrogation. En un mot, la démocratie a triomphé au Niger. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. On est très content. On s'attendait à ça. Ce n'est pas une surprise pour nous. Vu les actions que mène le gouvernement, on était très serein et confiant. On était sûr que le gouvernement allait passer sans problème. La politique du gouvernement à l'extérieur est appréciée. Donc on n'a pas d'inquiétude par rapport aux partenaires. Du point de vue politique extérieur et intérieur, en tout cas, le gouvernement de Mohamed Issoufou n'a pas de problème. Vous savez, déjà, les Nigériens ont l'habitude de négliger le travail. Mais avec l'avènement de la 7e République, il y a eu quand même une remise des Nigériens au travail. Et on souhaite que ça continue et que ça s'améliore davantage. Hier, c'était vraiment un fait événementiel, du jamais vu au Niger, où un Premier ministre, en sa propre personne, décide de s'adresser à l'Assemblée nationale qui doit juger de où on va et de ce qu'on va faire. Et heureusement, n'est-ce pas, tout bord confondu, on a vu un résultat qui lui était favorable, avec 70 voix contre simplement 43 de l'opposition. Alors, la lecture politique de la chose dit ceci, qu'aujourd'hui au Niger, les gens ont pratiquement compris qu'il ne s'agit plus de la politique politicienne, mais qu'il s'agit aujourd'hui de faire de la politique de développement. Aujourd'hui, cette politique de développement-là, elle est en train de donner son fruit, car on a vu une partie de l'opposition qui a voté
pour le programme, pour le PDS du Premier ministre et du gouvernement du Niger. Alors, ce qui veut dire que vraiment, au Niger, la démocratie est en très bonne marche. Il faudrait bien qu'on... Mais je veux bien qu'on expérimente tout et qu'on traite le Niger du laboratoire de démocratie. Mais il faudrait nous éviter aussi certaines situations difficiles. Le Niger n'en a pas besoin. Un chef de gouvernement qui vient poser lui-même, en tout cas, sa motion de confiance et qui a été vraiment voté à l'unanimité des députés. 70 contre 43, vraiment, c'est du jamais vu au Niger. Même en Afrique, en tout cas, nous sommes les premiers, nous sommes vraiment partis. On ne peut pas diriger un pays sans une opposition. Et puis l'opposition doit être une opposition constructive et non destructive. Mais le Premier ministre a osé, n'est-ce pas, poser contre lui-même une motion, en tout cas, de confiance. Donc nous attendons au gouvernement vraiment de montrer à la face du monde, de parachever ce qu'il a programmé, pour démontrer aux Nigériens qu'il est capable, en tout cas, de poursuivre son programme, de finir son programme-là, ce programme-là vraiment en bon terme. Les partenaires sont confiants. Ils ont maintenant la certitude que la démocratie, ça va au Niger. Ils ont vu, sur 70 contre 43, donc le gouvernement de Brigitte Raffini a la confiance de la majorité de ses députés. Donc les partenaires ne craignent rien pour investir au Niger. Démontrer que vraiment le gouvernement actuel, c'est le gouvernement du peuple, qui œuvre pour le peuple et pour le développement de ce pays. Il n'y a pas de plus normal que les députés soutiennent un gouvernement du peuple, qui travaille pour le peuple. En tout cas, 2 ans et demi, les réalisations faites par ce gouvernement l'ont démontré. Et 2 ans et demi qui nous restent, les députés ont suivi ce qui reste à faire dans la programmation de la DPJ du Premier ministre. Et ils l'ont applaudi, et ils l'ont approuvé, et ils ont prouvé qu'ils sont là pour le peuple. Et j'allais dire que si ce n'est pas la politique politicienne, hein, c'est toute l'Assemblée, c'est tous les députés qui doivent vraiment approuver le programme du Premier ministre, parce qu'il est palpable. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ce pays-là, il faut que les gens sachent que les gouvernants, ceux qui travaillent, il faut les soutenir et qu'on œuvre pour le développement de ce pays-là. Ça y va de la prospérité du Nigérien en général. Et voilà moi ce que je veux dire. Bravo les députés et bravo monsieur le Premier ministre. Toutes nos félicitations et nos encouragements. Hier, nous avons vécu vraiment un grand moment. Un grand moment car c'était un moment qui était attendu par tous les Nigériens. Le gouvernement de la 7e République, le premier gouvernement, a travaillé pendant 2 années et demie. Pendant ces 2 années, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu de grandes évolutions. Beaucoup de travaux ont été faits. Quand vous prenez dans le cadre des constructions de classes, il y en a eu ce qui n'a pas été fait pendant 10 ans. Beaucoup de classes ont été construites et les exemples ont été donnés surtout dans le mi-bilan qui a été fait par son Excellence, le Premier ministre Brigitte Raffini. Et même dans le document qui a été distribué au niveau de l'Assemblée nationale, on a donné une part de responsabilité de là et il y a eu beaucoup d'infrastructures routières. Allez-y à Niamey, vous allez voir l'échangeur qui a été fait. Ça, c'est là une grande première au Niger. Nous avons eu, quand nous sommes présentement ici à Maradi, allez-y dans les bas-fonds, allez-y au niveau de Giratawa, de Safo, les paysans vont vous dire eux-mêmes ce qu'ils ont gagné, ce qui n'a jamais été fait. Sur le domaine de la crise alimentaire, le problème, le gouvernement a eu à juguler ça. Il y a eu la distribution gratuite, il y a eu la vente à prix modéré. Vraiment, le gouvernement a fait ce qu'il doit faire, ce qui n'a jamais été fait. Nous avons eu à rencontrer quelqu'un qui n'est même pas de la majorité. Il a eu à dire, l'année dernière, on a eu à lui donner jusqu'à 10 sacs de vivres qu'il n'a jamais reçus. Et ça, c'est quelque chose. Donc, nous pensons que, en fait, si les honorables députés ont fait confiance au président de la République et au gouvernement de deuxième gouvernement de la 7e République, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire plus que ce qui a été fait. Et Inch'Allah, avec le PDS
il y aura plus que ce qu'on a prévu. Et il y avait eu un blocage et tous ceux qui avaient bloqué le travail sont partis maintenant. Maintenant, ceux qui sont là vont continuer l'œuvre parce que maintenant chacun sait pourquoi il est là. D'abord, je commencerai par remercier vivement nos députés qui ont été à la hauteur de la représentation qu'ils sont en train de faire et qui ont montré qu'ils sont à l'écoute du peuple. Et le vote d'hier reflète exactement le vœu du peuple nigérien. Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a beaucoup fait pour le peuple nigérien et on le voit sur le terrain. Nous qui sommes ici à Maradi, il suffit d'aller dans nos campagnes, pour ceux qui visitent leur village, pour se rendre compte des infrastructures qui ont été mises en place au niveau des centres sanitaires, au niveau des établissements scolaires, etc. etc. Et d'autre part, au cours de l'année écoulée, où les gens ont été confrontés à l'insécurité alimentaire, et le peuple nigérien donc a constaté que le gouvernement a pris les choses en main. Il a procédé à la vente des vivres à prix modéré et même à la distribution gratuite. Ça, le peuple ne peut pas l'ignorer. Nous avons écouté aussi certains députés qui sont à l'Assemblée, nous ne savons pas pour représenter qui. Et un député qui critique le gouvernement actuel n'est pas allé là-bas, n'est pas parti à Niamey pour représenter le peuple. Il représente autre chose que le peuple. Nous, on ne peut que remercier nos vaillants députés qui ont été à la hauteur de la mission qui leur a été assignée en votant pour cette motion de confiance. Les députés ont été honnêtes à l'égard de ceux qui les ont élus. Parce que le PDS n'appartient pas au président Mamadou Issoufou ou au Premier ministre. Le PDS appartient à la nation nigérienne, appartient à tous les 13 millions et quelques des Nigériens. Donc par conséquent, ils ont été honnêtes à l'égard de ceux qui les ont élus. Parce que sans PDS, le pays va rouler sur quoi? Donc en ce moment-là, le pays va errer. Mais il faut une ligne de conduite. Donc Dieu merci. Vraiment, nous remercions infiniment, nous à l'UDR Tabat, on remercie infiniment les 70 députés qui ont renouvelé la confiance de 2011 au gouvernement. Et en conséquence, nous appelons le Premier ministre et son gouvernement sans hésitation de mettre en application ce PDS pour que le pays sorte de l'impasse. Les députés sont à la hauteur et ce plan aujourd'hui c'est un plan qui prend en compte toutes les préoccupations des populations dans les différents secteurs de développement. En cela nous sommes très contents et il y a eu des réalisations qui ont été faites et ça a été dit donc, par le Premier ministre donc, qui a eu à présenter ce document-là. Mais ce qu'on peut aujourd'hui donc comprendre, les députés ne sont pas au même niveau de compréhension parce que c'est un document aujourd'hui qui relève, j'allais dire, d'un concept nouveau. Quand même les députés se demandent est-ce qu'il y a des indicateurs pour évaluer ce document, cela effectivement m'étonnerait parce que aujourd'hui nous sommes dans un système de la gare, donc gestion accessible des résultats, autrement dit, quel que soit le document qui est élaboré. Donc le document d'envergure nationale qui prend en compte ces précautions dont je viens de dire, il va de soi qu'il est un cadre logique, qui est un outil d'évaluation des différents indicateurs qui ont été énumérés. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, vous savez, c'est pour un peu avoir jaugé la confiance du peuple nigérien par rapport au plan qui a été effectivement soumis à leur appréciation. Maintenant, ce plan, il est salvateur dans la mesure où, de par les réalisations qui ont été faites, on est un peu unanime que le Niger va de l'avant. À travers ce plan, on comprend aisément que le gouvernement en place est en train de respecter scrupuleusement les engagements qu'ils ont eu à prendre vis-à-vis des populations. Et en cela, nous sommes très fiers. Par rapport à ce qu'on a vu hier, nous sommes rassurés que le président de la République, qui a eu donc à initier cette appréciation au niveau donc de l'Assemblée, veut avoir la confiance de tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte démocratique. Il faut qu'il y ait l'adhésion populaire, l'adhésion de tout le monde pour pouvoir effectuer ou réaliser des programmes d'envergure nationale. Donc hier, on a été édifié que
Il y a l'adhésion totale des Nigériens et les Nigériens ont confiance au gouvernement d'union nationale qui est en place, qui a été investi vraiment de cette mission de mise en œuvre du plan de développement et social. Ce qu'on doit transcender certains comportements ou certaines idées relatives donc aux relais identitaires, relatives à l'appartenance politique et autres. C'est le Niger qu'il faut voir. Et en cela, nous sommes très fiers dans la mesure où aujourd'hui, on ne doit pas effectivement, j'allais dire, entraver la bonne marche de ce Niger-là vers le développement. Donc, normalement, on doit faire taire nos querelles partisanes, politiciennes, pour faire en sorte que le Niger puisse aller de l'avant, parce que c'est des financements qui ont été annoncés. Souhaitons à ce que les Nigériens puissent comprendre l'initiative qui a été lancée, parce qu'on a trop tergiversé. On a trop tergiversé dans ce pays. Donc, il est grand temps que les gens puissent taire leurs querelles partisanes et avoir un esprit, j'allais dire, d'intérêt général pour que les Nigériens puissent sortir du gouffre. Que c'est le Niger qui gagne. Ce faisant, le civisme de chacun requiert la participation de tous au PDS, car c'est le programme du président de la République, son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou. Je crois que c'est l'occasion pour moi de lui adresser un vibrant hommage. Également, sans oublier, Monsieur le Premier ministre, qui a été, n'est-ce pas, de façon indéniable, une marque de sagesse, de lucidité, et je crois qu'ensemble, nous pouvons construire ce pays. D'autre part, vous savez, le PDS en question englobe toutes les grandes lignes de la Renaissance, à savoir les 3 N, à savoir l'épanouissement de tous les Nigériens, le financement de tout le programme qui a été défini dans le PDS. Je crois que nous n'avons rien à dire que de soutenir massivement le vote qui a été massif et qui prouve que le peuple nigérien est mature, car c'est dans cette maturité que la démocratie peut se créer. Merci beaucoup. C'est une fierté pour le Niger, pour le peuple nigérien. Nous tenons à féliciter le président de la République ainsi que le Premier ministre pour avoir eu à initier ce PDS qui est sans doute un élément, un programme qui va permettre au Niger et aux Nigériens de s'épanouir. En tout cas, nous, en tant que Nigériens, on pense que ce PDS-là, une fois mis en œuvre, va changer considérablement la vie des Nigériens. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'esprit de sagesse de Monsieur le Premier ministre par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Et nous pensons aujourd'hui le débat doit être clos. Ça veut dire aujourd'hui le Nigérien, on doit se remettre au travail. Le travail c'est la mise en œuvre du PDS. Tout le monde doit apporter sa contribution pour la mise en œuvre de ce programme. Les jeunes de la ville de Tawa ont spontanément manifesté leur joie ce matin suite au vote de confiance par l'Assemblée nationale du programme du gouvernement PDS défendu hier par le Premier ministre Brigitte Raffini, compte rendu Mohamed El Mokhtar et Laoli Simo. La jeunesse de Tawa qui a suivi en direct hier toute la journée jusqu'à minuit sur les ondes de l'ORTN, le processus parlementaire ayant débouché sur le vote de confiance à une large majorité de 70 députés sur 113, exprimé en faveur du programme gouvernemental PDS, défendu hier par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini devant l'Assemblée nationale, n'a pas fermé l'œil la nuit à raison d'une grande émotion de joie. C'est pour cela que ce matin très tôt et de façon spontanée, elle est sortie massivement pour exprimer publiquement sa joie en parcourant les grandes artères de la ville d'Ottawa, scandant son soutien aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Au terme de leur parcours, les jeunes se sont retrouvés à la devanture de l'hôtel de ville d'Ottawa, où les attendait Miko Ibrahim, président fédéral du PNDS Taraya,
au niveau de la région, le coordonnateur de la MRN au titre de la région, ainsi que le président du conseil de ville de Tawa, Abdullah Ouf Dodo, et le président de la jeunesse Taraya de Tawa. Tous les trois responsables, émotion dans la gorge, ont pris la parole pour partager la joie avec la jeunesse, à qui ils ont exprimé leur gratitude pour la spontanéité de leur sortie. Ils n'ont pas manqué d'appeler la jeunesse à rester mobilisée, car l'avenir appartient à la jeunesse, que le président de la République place d'ailleurs au centre de toutes ses préoccupations pour ce qui concerne en particulier l'éducation et l'emploi, ont-ils tous souligné. Dans un autre registre, 10 novembre 1987, 10 novembre 2013, 26 ans que disparaissait le général Séni Kountché, chef d'État du 15 avril 1914 au 10 novembre 1987. À cette occasion, autorités régionales, départementales et communales, les amis et la famille de l'illustre disparu ont pris part à une fatia dite à Fandou, village natal du feu général Séni Kountché. Compte rendu, Séni Ismaël Ibrahim et Issouf Suleiman. 26 ans de suite, le rendez-vous commémorant la date anniversaire de la disparition du feu général Séni Kountché connaît toujours les grandes foules qui se joignent à la famille du défunt président qui repose en paix à Fandou, dans le village qu'il a vu naître, pour lui témoigner fidélité, allégeance et surtout la reconnaissance. Parmi cette foule, outre la présence remarquée des autorités de la région à tous les niveaux déconcentrés, des anciens collaborateurs étaient au pied du président nationaliste, un guide spirituel que fut l'homme. Ce jour me rappelle effectivement avoir perdu à la fois un papa, un patron et un guide spirituel qui m'a appris 4 choses essentielles dans la vie. Choses essentielles avec lesquelles je continue à œuvrer tout le temps. La première chose que le président Kountché m'a apprise, c'est de ne jamais perdre de vue que la caméra de l'histoire est braquée en permanence chez chacun d'entre nous. Il faut que nous nous interdisions tout acte susceptible d'être critiqué négativement par les générations montantes. Si nous devions oublier que nous avons non seulement la caméra de l'histoire qui était braquée sur nous, au moins évitons d'oublier que la caméra de Dieu est également en permanence braquée sur nous. Ça, c'est la première chose qu'il nous a apprise. La deuxième chose qu'il nous a apprise, c'est d'entretenir au plus haut point une ambition et un rêve de grandeur en permanence pour notre pays. Troisième chose qu'il nous a apprise, de développer suffisamment d'altruisme pour se mettre au service du développement de l'autre. Parce que l'autre aussi, c'est vous. Quatrième et dernière chose qu'il nous a apprise, seuls les imbéciles sont racistes. Les hommes ont des ancêtres communs. Et la seule et unique chose qui fait la différence entre les humains, c'est la valeur intrinsèque de l'individu. Mais plus que la valeur intrinsèque de l'individu, sa capacité de se mettre au service des siens. Et les siens, c'est le genre humain. Il nous a appris un esprit de grandeur, vraiment le sacrifice, et de nous organiser pour nous mettre au service de l'épanouissement de notre pays, de son développement. Il ne regardait pas nos ethnies, il ne regardait pas nos tailles, il ne regardait pas les rapports qu'il avait avec nos parents. Il regardait plutôt le travail que nous faisons, que nous pouvons faire, que nous nous sommes toujours organisés pour faire au service de l'épanouissement de notre pays. Parmi cette flopée de personnes venues se recueillir sous la tombe de l'homme par qui le Niger a droit de citer dans le concert des nations, bien entendu la population de Fandou, aujourd'hui meurtrie dans sa chair par un manque criard d'eau potable, et pour cause de l'ouvrage principal d'adduction d'eau potable qui date de 35 ans, aucune goutte d'eau ne sort depuis un an. Cette pompe forage qui a été mise à la disposition du village par le général Séni Kountché depuis 1977. Malheureusement, aujourd'hui, cette pompe est en arrêt. Les raisons n'ont pas été expertisées pour savoir. Et c'est pour ça qu'on a profité de l'occasion pour amener le gouverneur pour qu'il voit de visu la situation dans laquelle se trouve le village de Fandou, aujourd'hui confronté à un problème d'eau. C'est un village de à peu près 3000 habitants.
sans compter les animaux. Maintenant, c'est la descente des animaux, donc le problème va en s'aggravant. C'est pour ça qu'on est en train de voir de bonnes volontés du côté de l'État pour voir au moins d'expertiser, pour savoir le problème réel. Il se pourrait que peut-être ce n'est pas grand-chose qui est en train de bloquer, mais comme il n'y a pas eu l'expertise, aujourd'hui on est dans le doute et le problème ne fait que s'aggraver. Donc vraiment, il est nécessaire de voir du côté des autorités compétentes qui sont en charge de l'eau et de l'assainissement pour voir ce qu'ils peuvent faire, au moins pour soulager les difficultés auxquelles cette population de Fandou est confrontée aujourd'hui. Fandou commémore donc le 26e anniversaire de la disparition de l'un de ses illustres fils qu'il ait mis au service du Niger, la gorge sèche. La réunion d'orientation pour le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vaccination a clos ses travaux vendredi dernier à Niamey, travaux sanctionnés par d'importantes recommandations. Reportage Guy Mathieu Tia. Au terme de la réunion d'orientation pour le renforcement de la surveillance épidémiologique, la riposte aux épidémies, aux endémies et la vaccination, les participants ont formulé une série de recommandations. Au ministère de la Santé publique, prendre toutes les dispositions pour apurer les arriérés afin d'éviter les ruptures d'antigènes de vaccination et consommables de manière pérenne. Systématiser l'appurement des données sanitaires à tous les niveaux. Définir un cahier de charges spécifique par région pour les prochaines missions de Stop Team de concert avec la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Inviter les laboratoires régionaux aux prochaines réunions d'orientation des points focaux de la surveillance et de la vaccination. Renforcer les services en charge de la surveillance et de la vaccination à ressources humaines suffisantes. Éditer et diffuser des bulletins périodiques de rétro-information systématique de la situation épidémiologique. Au DRSP et districts sanitaires, doter les laboratoires régionaux en matériel et réactifs pour la confirmation des cas de maladies à potentiel épidémique. Transmettre au niveau supérieur les listes linéaires hebdomadaires des cas de maladies à potentiel épidémique. Mettre en place ou dynamiser les équipes d'intervention rapide et les comités de gestion des épidémies. Éditer et diffuser des bulletins périodiques de rétro-information systématique de la situation épidémiologique. Vulgariser les directives nationales de la surveillance et de la vaccination à travers les réunions décentralisées. Aux partenaires techniques et financiers, accélérer le financement des activités du programme élargi de vaccination dans tous les districts. Poursuivre l'appui pour le financement des activités de la surveillance épidémiologique et microbiologique. Appuyer dans les régions les ateliers de formation en gestion des données PEV, surveillance des maladies à déclaration obligatoire, surveillance cas par cas et liste linéaire. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a dans son mot de clôture salué la qualité des résultats obtenus au cours de ces 3 jours de travaux. La qualité des résultats auxquels vous êtes parvenus constitue un réel motif de satisfaction pour moi. Il apparaît clairement que tous les thèmes développés ont fait l'objet d'examens minutieux et de réflexions approfondies de votre part. Ceci dénote tout l'intérêt que vous accordez à la recherche du mieux-être de nos populations à travers le renforcement de la surveillance épidémiologique, de la riposte aux épidémies et de la vaccination. Il a, au nom du gouvernement, adressé tous ses remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, notamment l'OMS, pour avoir financé les présentes assises.